Bienvenue dans So Let's Go, le podcast des hommes et des femmes qui ont radicalement changé de vie professionnelle. Je suis Adeline Guillou, je suis coach de vie et ce que j'aime particulièrement dans ce métier, ce sont les histoires de vie personnelles ou professionnelles. Ici, je vais vous partager le parcours de ces hommes et femmes qui ont pris la grande décision de quitter ce qu'ils savaient faire pour quelque chose de complètement différent, de plus risqué souvent, mais qui à leurs yeux avait plus de sens. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous partager l'histoire d'Amélie, qui est passée de conseiller patrimonial à biographe et correctrice. Et là, je me dis, mais en fait, Amélie, tu fais ça naturellement. Il faut en faire ton métier. Je fais des trucs où je sais que je le fais parce que je le vis et que j'y crois, en fait. So, let's go! Comment t'es venue cette idée? En se rendant compte un jour, après beaucoup d'événements, mais en étant devant sa télé, en regardant la grande librairie, en écoutant scrupuleusement une écrivaine qui explique qu'elle a fait une formation pour devenir écrivain, Ouais. et qu'on tombe de son canapé en se disant « Mais quoi ? On peut ne pas naître écrivain ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en étant curieuse, je n'avais pas l'idée d'écrire un roman, j'ai toujours pas l'idée d'écrire un roman, mais vraiment ça a piqué ma curiosité, cette histoire de... J'ai fait une formation pour devenir écrivain et je me retrouve à la grande librairie, quoi. Enfin, c'était vraiment... D'accord. Et dans le fil des réponses des formations est arrivée celle, je sais plus si c'était du CNED ou du CNFDI, écrivain public, biographe, voilà. Et donc là, je commence à regarder ce que faisaient ces gens-là, dont je n'avais absolument aucune idée de l'existence jusqu'à cette minute-là. Et là, je me dis, mais en fait, Amélie, tu fais ça naturellement. Ah, Donc, ok. faut en faire ton métier. D'accord. Comme ça, un soir devant la télé. Un soir devant la télé. Ok, super. Et j'ai regardé mon mari, je lui ai dit, je crois que ça c'est pour moi. Il m'a dit, oui. Ah oui, Oui, ouais. intéressant. Et L'entourage était déjà presque convaincu avant toi? Alors, j'expliquerai, je pense, plus tard Ouais. comment j'en suis vraiment arrivée à me poser la question d'une reconversion. En fait, il y avait plein de choses dans ma tête dont je ne savais pas qu'on pouvait en faire un métier. Parce que ce soit dans sa famille ou dans la mienne, quand il y avait une cérémonie heureuse ou malheureuse, c'est toujours moi qu'on appelait pour écrire le discours ou pour organiser la cérémonie. Que mes comptes rendus avec mes clients à la banque devaient faire plusieurs pages quand les autres en écrivaient un petit paragraphe. Que je vendais beaucoup plus à l'écrit qu'à l'oral. Et les clients sortaient du bureau, je disais toujours, mais jamais ils vont signer, ce n'est pas possible. Et je leur dis toujours, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer un récapitulatif par mail. Et là, ça sortait des idées très claires. Pareil, quand il y avait des dossiers vraiment un peu complexes qui n'étaient pas du ressort du directeur de l'agence qu'il fallait envoyer plus haut, ça se faisait à l'écrit. Et du coup, je passais, moi, plus facilement mes dossiers que les autres parce qu'il fallait argumenter à l'écrit. Mais tout ça, je savais pas que c'était un fonctionnement à part. Et je savais pas qu'on pouvait tirer un métier de ça, en fait. Ce qui est étonnant, c'est que tu me parles que tu travailles dans une banque, donc pour le commun des mortels, banque égale chiffre. Oui, égale calculatrice. Aussi. Et là, tu me parles de quelque chose qui est beaucoup plus littéraire, en fait, dans tes qualités, en tout cas. Alors, sachant que j'étais nulle en français avant, que petite, je faisais énormément de fautes d'orthographe, que j'ai lu à partir de 15-16 ans, en commençant par des Marie Vince Clark, quoi. Ouais. Je peux pas dire, oui, moi j'étais fan de Zola, ni rien, pas du tout. Alors, ce que j'adorais, moi, dans la banque, c'était pas tant les chiffres, c'était expliquer, justement, enfin, partir du parcours de vie des gens pour leur proposer le bon produit. D'accord. Et le cheminement, c'était un peu comme un jeu aussi, c'était un labyrinthe à travers tous les produits qu'on pouvait avoir, arriver au meilleur compromis, il n'y a jamais de solution idéale. Mais dans ce labyrinthe un escape game. Ouais, un peu ça. Dans ce labyrinthe juridique, fiscal, aller trouver la meilleure solution. D'accord. Et les chiffres arrivaient au bout. Oui, en fait. bien sûr, in fine, en fait. Mais c'est ça. Au départ, c'était pas tant ça. Ok. T'as quoi comme formation de base?
De base, j'ai un BTS Assurance. Ok. Parce qu'à l'origine de l'origine, je voulais travailler à la Direction Générale du Contrôle de la Concurrence et la Répression des Fraudes. Ok. Dans un autre épisode, on va comprendre comment on en vient là. Alors très rapidement, c'était des reportages que je regardais quand j'étais ado, ça me faisait... voilà, ça me faisait... Des endroits calamiteux ou ouais, c'est ça. Fermés parce que c'était l'horreur. Ouais. Ok. Donc j'ai fait... Mais je savais que si je partais en fac, je ne ferais rien. Ok. Donc j'ai choisi le BTS où il y avait le plus de droits pour faire une licence d'administration publique pour pouvoir passer le concours. Et sauf qu'après, en BTS, j'ai eu un prof passionnant en assurance qui m'a carrément retourné le cerveau. Et du coup, voilà, j'ai quitté l'idée de la DGCCRF. Mais il nous a dit, ce serait bien que vous fassiez quand même. Maintenant, les assurances, ça marche pas sans la banque et l'immobilier. J'ai trouvé une année à Clermont. J'ai fait un stage en banque et puis petit à petit, ça s'est fait comme ça en fait. Ok, super. Donc, tu vois ce reportage à la télévision, tu te dis waouh, c'est pour moi. Il se passait quoi du coup dans le salariat, pour que tu émettes cette possibilité de vivre autre chose? Alors en fait, c'est arrivé à un moment très particulier où le cerveau s'ouvre au champ des possibles, à savoir que je sortais de 3 ans d'arrêt maladie. Ok. Et d'un licenciement pour lequel en fait la dépression que j'ai faite avait été reconnue comme maladie professionnelle. Ah oui, d'accord. Ok. Donc le corps a vraiment parlé. Oui, je vais pas m'étendre là, mais voilà, il y a un très gros sujet, voilà, qui a donné lieu à 3 ans d'arrêt. Et donc quand j'ai vu cette émission à la télé, on était en février 2021 et j'avais été licenciée en décembre 2020. D'accord. À l'origine, quand même, parce que pendant ces 3 années, je m'ai toujours dit, je vais en sortir plus vite que ça de l'entreprise. Je savais que j'y reviendrais pas. Je savais pas comment, mais je savais que j'y reviendrais pas. J'adorais ce que je faisais. Donc, au début, j'avais l'idée de continuer dans la gestion de patrimoine, mais en créant mon cabinet. Okay. Mais pour le faire, comme j'avais quand même quitté l'entreprise pendant 3 ans, enfin le monde financier pendant 3 ans, je voulais faire une formation qui, pour des raisons administratives, purement administratives, à chaque fois, j'ai raté l'inscription 3 fois. D'accord. Pas de hasard. Première fois, on verra une deuxième. Deuxième fois, on verra une troisième. Troisième fois, on dit faut arrêter. Ouais. A priori, c'est pas là qu'il faut aller. Voilà, faut arrêter. Et c'est là, en fait, par contre, en février 2021, j'étais à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Parce que je ne connaissais que la banque. Ok. Et que j'avais pas d'envie particulière. D'accord. Ouais, donc merci la grande librairie. Merci la grande librairie que j'avais commencé à regarder quand j'ai commencé à être malade, en fait. Ok. Tu me parlais de formation CNED, mais du coup, tu les as vraiment faites ou juste tu t'es renseignée? Alors, j'ai suivi quand même plusieurs formations. Donc, février 2021, je vois l'émission, je me dis, c'est ça. Mais il faut quand même valider l'idée. Parce que je sortais quand même 3 ans compliqués et je voulais pas partir dans n'importe quoi. Donc, j'ai quand même fait un bilan de compétences pour vérifier que c'était la bonne idée. Pardon, je te coupe, tu as fait ça auprès de quel organisme, du coup, ton bilan de compétences? C'est Perspective et Carrière, Marie Thomasé. D'accord. Que je l'ai fait. Ok, sur Limoges? Sur Limoges. D'accord. Voilà, que je ne connaissais pas vraiment, mais qu'on m'avait recommandé. Okay. Et auprès de qui je suis arrivée en disant, je ne veux pas de compassion, ni de complaisance, ni de rien. Si ce n'est pas la bonne idée, c'est pas la bonne idée, c'est pas grave. Voilà, je viens d'avoir l'idée lumineuse, ça se trouve, elle n'est pas du tout lumineuse. Donc, et à l'arrivée, on m'a dit, non, c'est vraiment fait pour vous, quoi. Ok, super. Donc, bilan de compétences. Donc, bilan de compétences. Formation, j'ai suivi celle du CNED, entre guillemets. Ah oui, vous me voyez pas, mais je fais entre guillemets avec mes doigts. Parce que je me suis inscrite, j'ai reçu tous les livrets que j'ai lus scrupuleusement et j'ai rendu un seul devoir sur les 10, celui du récit de vie. Ok. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Ouais. Et après, j'ai suivi une formation de biographe et une formation de correctrice. Ok. Avec quelle école? Alors, la formation de biographe, je l'ai suivie avec l'Académie des écrivains publics de France. D'accord. Une semaine à Paris. Il en existe plusieurs.
Et la formation de correctrice, je l'ai faite avec l'école française de lecteur-correcteur, qui était une formation en ligne sur 6 mois, D'accord. avec des devoirs à rendre tous les 15 jours, c'était un peu sportif. Et là, tu étais plus assidu qu'avec le CNED? Ah oui, parce que là, le CNED, le problème, c'est qu'en fait, ils envoient tout, on renvoie les devoirs si on a envie, voilà. Ouais, c'est vrai. Que là, c'était vraiment, il y avait les visios, il y avait les cours, il y avait... Et puis rapidement, sur la formation du CNED, en fait, la formation du CNED, donc c'est celle d'écrivain public, j'ai envie de dire qu'elle ouvre des pistes à tous les métiers de l'écriture, et très rapidement, j'ai vu qu'il y en avait plein qui te parlaient pas. Qui me parlaient pas, en fait. Donc je les ai pas faites. Bon, super, ça a au moins permis ça. Ouais. Donc j'avais quand même lu les bouquins, tous les fascicules qu'ils fournissaient, j'ai tout lu, mais pas de là à rendre les devoirs. Voilà, rapidement, j'ai voulu quelque chose de plus précis. Enfin voilà, rapidement, j'ai vu que c'était vraiment la biographie et la correction qui m'intéressaient plus que le reste. Très bien. Tout à l'heure, tu me disais que ton conjoint, pour lui, c'était une évidence qu'il fallait que tu fasses ça. Est-ce que, au-delà de lui, tu as eu du soutien? Ou au contraire, des gens qui t'ont dit, mais c'est n'importe quoi ou Alors, j'ai pas eu je vais pas dire ni soutien, ni c'est n'importe quoi. Alors, effectivement, c'est quand même pas un métier hyper connu. Donc, des gens dans l'expectative un peu, j'avoue. Ouais. Mais oui, enfin, du soutien quand même à se dire... pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, faut qu'elle essaye. Au pire, ça marchera pas, puis on partira sur autre chose. Plus des craintes, vu le parcours que je venais d'avoir, que tu rechutes à nouveau. Que je rechute. Ouais, ok. Voilà. Tu avais des connaissances dans l'entrepreneuriat? Non, alors mon père était artisan. Oui, quand même. Il est décédé il y a un certain nombre d'années, donc on va dire que c'est loin pour moi. Okay. Et non, après, dans mon entourage, pas vraiment. Enfin, j'ai des oncles, mais... oui, c'est pas direct. C'est pas direct. Ouais. Non, mon mari est salarié, ma mère elle était instite. Non, on n'était pas franchement... Et du coup, tu t'es fait accompagner justement pour t'installer en tant qu'entrepreneur? Alors, oui et non. Parce que dans mes 3 années d'arrêt maladie, et il me fallait toujours un projet pour avancer. Et à un moment donné aussi, j'ai eu l'idée de devenir ce qu'on appelle maintenant home organizer. Ouais. Ça m'inspirait. Et d'accompagner les gens à la transition zéro déchet. Et là, j'avais commencé à me faire accompagner par le BGE. Ok. Mais c'est un peu emmêlé en fait. Et j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté le projet parce qu'à un moment donné, j'ai touché du doigt l'idée de faire cette formation de gestion de patrimoine. Donc j'ai abandonné ce projet-là et du coup j'ai abandonné le BGE. Mais par contre, je me suis servi de tout ce qu'il m'avait donné pour créer la nouvelle... D'accord. Donc finalement, tu avais des pistes, enfin tu avais des outils et tu t'en es servi du coup après. Je m'en suis servi. Et par contre, comparativement à beaucoup de gens, l'histoire dira si c'était la bonne idée ou pas. Moi, pour moi, la réponse elle est claire. Mais... Par contre, j'ai été aussi accompagnée en sens que j'ai créé une entreprise vraiment, enfin une structure juridique. D'accord. Dès le départ. Ouais. Donc j'ai été accompagnée d'un avocat, j'ai une comptable qui est géniale. D'accord. Voilà. Ok, donc oui, t'as pas commencé comme auto-entrepreneur non. En fait. Ok. Directement en société. En société, carrément, même pas peur. Même pas peur. Ok, très bien. Depuis combien de temps t'es installée? Depuis janvier 2022. Comment t'as géré l'aspect financier du coup parce que toi c'était un peu différent, t'étais déjà en arrêt maladie, donc t'as déjà eu une démission. Alors j'ai pas eu une démission, j'ai eu un licenciement. Un licenciement, ouais. Alors l'arrêt maladie, alors c'est purement fiscal, financier. À partir du jour où le décret, je sais pas comment on dit, enfin ça a été décrété que c'était une maladie professionnelle. Ouais. Toutes les indemnités journalières que j'avais reçues sont devenues non imposables. Donc j'ai touché un petit montant, enfin une restitution d'impôt. D'accord. J'ai touché les montants légaux qui m'étaient dus au départ. Ok. Et après, indemnité Pôle emploi. Les ARE, là. Les ARE, voilà, pendant le temps qui m'était imparti, plus mes congés payés qui me devaient, plus... D'accord. Voilà. Donc ça te permettait de pouvoir commencer, toi, du coup, ton entreprise sereinement, en fait? Oui, et j'ai envie de dire, alors on va être honnête, ça m'a permis, jusqu'à maintenant presque. Ah oui, d'accord. Enfin, si je fais une moyenne, entre ce que j'ai gagné de mon entreprise et ce que j'ai touché là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui oublient qu'ils ont touché Je suis pas la seule, il y en a plein qui partent sur rupture conventionnelle. Oui, tout à fait, qui ont une enveloppe de départ. Et qui ont une enveloppe de départ.
et qui se disent waouh, après je gagne rien. Oui, mais dans la moyenne, moi je me suis dit, dans la balance, c'est mes réflexes un peu d'ex-banquière. Ouais. Dans la balance, je mets que si j'étais pas partie, j'aurais pas touché ce montant-là. Tout à fait. Directement, et c'est un choix après d'y toucher ou pas. En fait. Ou une possibilité après, souvent, une possibilité, ce que tu lis, mais voilà. oui. Ok. J'ai pas rebondi, mais j'aurais dû. Pourquoi pas commencer auto-entrepreneur et directement en société, en fait? L'idée que un jour, si ça marche du feu de Dieu, une entreprise, ça se revend. Ouais, c'est vrai. Et il y a le côté plus près. Alors, et après, il y a les côtés juridicaux. J'avais vraiment besoin dans ma tête de séparer ce qui était mon travail du foyer. En fait, je me suis dit, si je suis auto-entrepreneur, ça va être mêlé, tout ça, ça me va pas. J'avais besoin de travailler pour une marque. Comme j'avais travaillé pour une marque avant, en fait. D'accord. Je travaillais pas pour moi, je travaillais pour une marque. Ouais. Enfin, un côté... Ok. Et après, alors il y avait eu aussi le côté les ARE. Alors je sais bien que même quand on est auto-entrepreneur, après ça décale. Mais là au moins, tout le temps où j'y avais droit, je l'ai touché 100% sans avoir à faire des déclarations parce que je me versais pas de salaire au départ. Enfin voilà, il y a toute une mécanique. Dans ce que j'entends, tu voulais vraiment faire une scission entre ce que tu vivais avant et ce que tu allais vivre après. Et en plus, tu t'es autorisé à vivre grand et à te dire qu'éventuellement, si ça marchait, au moins les choses seraient faites. Et puis, voilà, c'est ça. Ok, tu pourrais profiter ou revendre. Voilà. Et j'ai besoin de faire une scission fiscale avant et une scission dans mon foyer. Aussi, ouais, c'est vrai. Oui, parce que vraiment mon entreprise, en fait. Du coup, tes bureaux sont arrivés tout de suite ou non, après? Non, très C'était pour ça aussi, non après, du coup, comme tu travaillais chez toi? Ça arrivait assez longtemps après. C'était assez rigolo. C'était à la suite d'un commentaire sur un post sur LinkedIn. Enfin, c'est la puissance des réseaux sociaux. Ouais. J'ai commenté le post de quelqu'un qui venait de tester un coworking et qui a dit « Ah, c'est pas pour moi, machin ». Et j'ai répondu en rigolant « Ah ben merci, j'ai la fin de mes réponses ». Avec le témoignage, je sais que c'est pas pour moi non plus. Okay. Et une personne qui avait aussi un bureau ici a vu ce commentaire, et on se connaissait, et m'a appelé, m'a dit, je crois que j'ai la solution, et voilà, ça s'est fait. Donc je viens ici, déjà c'est que 2 jours par semaine, et il y avait ce côté, j'avais vécu tout mon arrêt maladie, tout, à un moment donné, au bout d'un moment, on a besoin de sortir de la maison, en fait. Ouais. Et aussi, donc j'avais passé l'arrêt maladie, donc maman tout le temps quand même dispo, même si elle n'était pas en forme, elle était dispo. Oui, mais... À maman entrepreneur à la maison, donc on croit toujours qu'elle est super dispo. C'est ça. C'est pas vrai. Ouais, c'est le piège quand tu es à domicile. C'est le piège. En fait. Et du coup, là, je leur dis, je pars au bureau. Ouais. Ok. Voilà. Et après, je trouve que c'est sympa aussi, même si pour mes biographies, je me rends quand même souvent chez les narrateurs, mais il y en a qui viennent ici, ils aiment bien, en fait. Voilà. Là, je pense à un monsieur où le lieu qui me raconte n'existe plus, donc ça sert à rien d'y aller. Bien sûr. Il est aussi content de venir là, voilà. Ok. Et puis l'endroit est calme. Et puis l'endroit est calme, et puis avec les 2 personnes qu'il y a, on s'entend super bien, tout en étant séparés, parce qu'on a quand même des vrais bureaux séparés, et ça c'est bien. Parce que je n'aurais pas pu être dans un coworking avec tout le monde qui parle autour. J'imagine. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans cette reconversion ? S'il y a eu des choses difficiles, bien sûr. Ah il y en a toujours. C'est alors j'avais l'habitude d'être commerciale et que tout ne tombe pas en même temps et que des fois c'est cyclique, des fois il se passe rien et puis des fois il se passe tout en même temps. Sauf que quand on est salarié, c'est pas grave parce que la paye elle tombe quand même et voilà, et que là on se dit oh purée, le chiffre d'affaires ce mois-ci c'est fou. Mais là aussi, on sent quand on va de mieux en mieux, et on apprend à gérer aussi différemment. En fait, ce qui est difficile, c'est de faire connaître le métier, en vrai. Parce que la biographie, il y a ceux qui connaissent vraiment déjà, mais après, globalement, 90% des gens ne connaissent pas. Il y a de plus en plus de biographes, c'est génial, on en parle de plus en plus, mais il faut, parce qu'il y a... un énorme travail éducatif à faire pour dire que la biographie n'est pas réservée aux grandes personnes connues. C'est ça. Voilà, que tout le monde peut écrire pour sa famille. Et là, il y a un gros travail à faire. As-tu gardé des compétences de ton ancien métier pour faire ce que tu fais aujourd'hui ? Je crois que je m'en sers tous les jours. Ok. Le côté carré, justement, tout ce que ça avait appris quand même en termes de prospection,
de tenir des tableurs, qui je dois rappeler quand, j'en ai pas eu beaucoup, mais quand il y en a qui tardent à payer, moi dans mon métier, ben voilà, je gérais les débiteurs, donc il fallait qu'ils couvrent, donc voilà, enfin et puis du coup quand même les termes juridiques, je me rends compte que par rapport à d'autres confrères et consoeurs, quand on parle de contrat, de tout penser, tout prévoir, même si mon contrat avec mes clients n'est certainement pas parfait, mais beaucoup de choses sont prévues. En termes d'utilisation des données aussi, voilà. À chaque fois que je parle d'un client sur un réseau, ça a été validé avant, ça a été... mais c'est des automatismes en fait. Oui. Et c'est inclus dans les contrats maintenant. À quelle hauteur j'ai le droit de parler de vous? Est-ce que c'est anonymement? Pas du tout. En utilisant un extrait d'histoire. Voilà. Et tout ça, c'est des réflexes. Des réflexes en fait. Ça t'a permis en fait, oui, effectivement, de penser à des choses auxquelles effectivement le commun des mortels pense pas forcément, en tout cas, comme tu dis, d'un point de vue juridique. Ouais, clairement. Le juridique et le financier aussi. Alors même si je pense que ça tend à disparaître, mais de se dire on vit pas d'amour et d'eau fraîche quoi, quand même quoi. Le métier est magnifique, mais il faut reconnaître sa valeur et facturer le bon prix. Tout à fait. Des erreurs que tu aurais pu éviter maintenant avec du recul? Je sais pas si c'est des erreurs parce que ça t'a permis d'apprendre et de comprendre, d'avancer malgré tout. Le seul peut-être c'était de m'emballer. Voilà, j'ai pas l'esprit. J'aime mettre en page, mais je le fais basiquement sur Word. En fait, ça suffit pour mes clients, ou alors je délègue. Mais ça a été de me dire, je vais apprendre à utiliser InDesign à fond, voilà. Mais en fait, ça me parle pas. D'accord. Donc j'ai perdu du temps à faire cette formation, tout ça pour arrêter l'abonnement Adobe et voilà. Ok. Mais après, non. Gagner du temps, oui. Mais en fait, je pense que c'est en cherchant en fait qu'on. Le cheminement est nécessaire. Que le cheminement est nécessaire. On s'éparpille, on fait tout et n'importe quoi. Mais c'est ton chemin finalement, et c'est par là que tu dois passer pour en arriver là où tu es. Ouais, et j'ai pas envie non plus de tomber dans il faut faire des échecs ou voilà, mais c'est un cheminement. Ouais. J'ai pas envie de tomber dans le classique. Faut faire des erreurs. Il faut faire des erreurs. Voilà. J'arrive plus à retrouver la citation là tout de suite là. Soit j'échoue, soit j'apprends. Là, je sais pas quoi là. Non, je chemine en fait. Je chemine. À partir de quand tu as commencé à te rémunérer? Quand je dis rémunérer, c'est suffisamment pour au moins payer tes charges? Alors mes charges ont toujours été payées. Mais après, me rémunérer en plus, d'accord. C'est encore, je vais pas dire que c'est pas génial encore. D'accord. Ok. Au bout de 3 ans. Bientôt. Ouais. Alors après, c'est aussi parce que, faut tout expliquer, parce que dit comme ça fait... ça peut faire peur. Ça peut faire très peur. Effectivement, j'ai fait des choix qui ont inclus des frais, donc de créer une société, j'ai pas mal investi dans des formations, parce que j'en oublie une, j'ai fait une formation de biographie d'entreprise, parce que j'ai fait des choix de financement, j'ai financé aussi des coachings pro, voilà, mais parce que toujours en tête, oui, t'es pas parti sans rien, et voilà. Mais d'autres qui ne sont pas dans la même situation ont peut-être tiré des revenus plus récurrents, plus vite, parce que j'ai fait le choix aussi de laisser de l'argent dans la société, parce que, enfin voilà, et parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et que même quand ça va beaucoup mieux, quand on a subi une dépression telle que je l'ai subie, j'ai fait une rechute, donc j'ai ralenti, donc voilà. T'as aussi appris à t'écouter du coup avec ce que t'as vécu et... Oui, alors c'est vraiment qu'à un moment donné où tout le monde pensait que ça allait mieux, on a commencé à diminuer les dosages et que ça s'est pas bien passé et que voilà, donc du coup j'étais beaucoup moins dedans aussi. Ok. Et je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais je trouve quand même que le rythme dans l'entrepreneuriat n'est pas tout le même que dans le salariat et que du coup, oui, même s'il y a des jours où il se passe rien, c'est ok, en fait. Alors moi, j'ai encore beaucoup de mal avec ça. Ah, ok. Très sincèrement, j'ai beaucoup de mal avec ça.
Alors, je vois la chose comme ça. Le financier sera la conséquence d'une satisfaction intellectuelle, d'un remplissage intellectuel, en fait. D'accord. Oui, donc tu l'associes à ça et pas forcément au temps que tu vas passer devant ton bureau, devant ton ordinateur. C'est... Alors, si, parce que du coup, c'est un temps très long d'écriture. Pour 1 heure d'entretien, on a 10 heures de travail à peu près. Donc j'ai du mal à me dire, aujourd'hui j'ai rien. Alors forcément, oui, bien sûr, je vais faire autre chose. Mais je préférerais écrire. Enfin, je sais pas, c'est normal, je suis à l'oral, je suis pas super claire. Ma force n'est pas l'oral, c'est l'écrit. Ça tombe bien, non? Ça tombe bien. Ça tombe très bien. J'ai beaucoup de mal avec le temps de l'entrepreneuriat n'est pas le même que du salariat. D'accord. Moi, j'aurais besoin d'être occupée tout le temps. Ok. En fait. D'accord, c'est ok. Ouais. Très bien. Pour moi, ce serait plus ok, en fait. Donc, voilà. Ok, ça marche. Tu te vois comment dans 5 ans? Ah, je me vois toujours biographe et vraiment avec une entreprise qui fonctionne, voilà. Parce que si je peux faire peur en disant que là, c'est encore... je peux pas raconter tout mon parcours de vie, mais là, je sais qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ, en fait, en même temps. Donc, voilà. Donc, t'es au bon endroit. Ouais, je suis au bon endroit. J'ai lu un livre, j'ai pas la citation ici. Je viens de lire Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Lyon, qui est un livre juste purement magnifique. Et à un moment donné, il y a une des personnes qui dit, c'est une histoire vraie, hein, il y a une personne qui dit, on le sait à un moment donné quand on est à sa place et qu'on rentre dans l'action, qu'on n'est plus dans la recherche. Et ben là, je me sens exactement là, en fait. Ok, super. Donc, pour moi, ça peut que aller mieux. Et puis, si par malheur, ça foire, et ben je ferai autre chose. Voilà. Ok, très bien. Une espèce de sérénité. Ouais, mais super, c'est parce que t'es aligné et puis tu sais que tu dois vivre ça maintenant et que t'es bien là où tu es. C'est une chance, hein. Ouais, c'est beaucoup de travail sur soi. Oui, mais ouais, tu vois, il y a quand même cette prise de conscience qui fait que il y a eu un éclair de génie. Tu te dis ouais, pourquoi pas. Et puis voilà, après tout s'est enchaîné finalement dans ce sens-là, donc c'était bien. Un conseil à partager pour ceux qui hésitent encore? De ne pas hésiter à se confronter, oui, genre j'en sais rien, si c'est bilan de compétences, notre accompagnement, mais surtout de pas avoir peur, entre guillemets, de se faire rentrer dans l'art, d'éviter la complaisance et la facilité. Oui, je comprends. Parce que je crains que ce soit une perte de temps. Une perte de temps. Pour qu'au final, et qu'au final, et le financier et le moral, tout se... Ouais, que ça se passe mal. En fait. Tout à fait. Si c'était à refaire? Ah, mais je recommencerai à 100%. Ouais. À 100%. Parce que c'est pareil, c'est un cheminement. Même si vraiment ça ne marche pas comme je crois que ça va marcher. Ou je suis toujours convaincue que ça va marcher, qu'il y a un travail de fond qui a été fait qui peut pas faire autrement que marcher. Mais j'aurais essayé des trucs. C'est là où on sait qu'on est à notre place. J'adorais mon métier, mais quand il y avait des soirées clients à la banque, j'étais celle qui restait dans son coin et qui ne l'ouvrait pas. Alors que là, ça ne me gêne pas d'aller parler. Je suis passée à la télé, je suis passée à la radio. Je fais des trucs où je sais que je le fais parce que je le vis et que j'y crois, en fait. Ouais. Et puis effectivement, c'est pas forcément ton ancienne vie que tu aurais vécu toutes ces choses-là. C'est ça. Et là, aujourd'hui, tu les vis avec quelque chose en plus qui t'anime, donc c'est ça. C'est trop bien. Et j'adore parler. Et je me dis, même si ça devait foirer, j'aurais rendu des gens heureux avec leurs livres, sans que ce soit décorrélé, sans que ce soit fait bénévolement. Tout ce que j'ai fait a quand même été facturé normalement. J'aurais mis un jeune à la lecture. Voilà, j'ai adoré. Une cliente qui a commenté sous un de mes posts. Ah non, mais avec mon livre, du coup, mon numéro 2, il s'est mis à lire. Voilà, elle aurait pas écrit sa biographie, jamais il se serait mis à lire. Quoi. Quelle satisfaction, ouais. C'est des trucs, jamais j'aurais vécu ça. Et je me dis, si jamais ça foire, je pourrais toujours mettre ça en avant. Pour te vendre sur autre chose. Voilà. Ouais. Pour dire, voilà, je suis apte à aller faire ça, je suis apte à aller faire ça, je suis apte à aller faire ça, je suis apte à aller faire ça.
Et du coup, ça rejoint un peu la dernière question, l'Amélie d'avant et celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a grandi en elle? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Oui, c'est pas que je suis fanat de ce mot, loin de là, mais ouais, une espèce d'alignement de savoir qu'on est à sa place. Faut pas tomber... Alors, je parle à une coach, mais il faut pas tomber, devenir accro au coaching. C'est pas ça que je veux dire. Mais moi, j'ai eu ce besoin de faire le tour à 360. De déposer des choses. Bien que venant de la banque, alors la curiosité est de se dire, il faut que je fasse le tour complet. Donc j'ai fait forcément beaucoup de séances avec un psychologue, mais ça c'était plus la maladie. Bien que venant de la banque, c'était hyper enrichissant. J'ai fait un coaching sur la relation à l'argent. J'ai fait un coaching en images. Et toujours, en fait... À chaque fois, ça te fait travailler un truc en toi, ça réveille quelque chose. Voilà, et c'est vraiment... Là, j'ai l'impression que j'arrive au bout de 3 ans et demi de formation. C'est un peu ça, en fait. D'accord. Là, j'arrive au bout de 3 ans et demi de formation, comme si j'avais été en alternance jusque-là, en fait. Ok. Et maintenant... Il n'y a plus qu'à être, à faire. C'est ça. Ok, super. Donc ne pas hésiter à cheminer. Et quand on se lance dans des... Je pense à quelqu'un qui commentait, une personne qui accompagne des gens sur LinkedIn pour vraiment qui performent mieux, enfin qui se sentent plus à l'aise. Et il parlait du manque d'investissement. Il y a aussi, alerter sur les gens qui achètent des coachings mais ou des séances de psy et qui s'y investissent pas. Ouais, si vraiment tu te lances, en fait, tu y vas pour de vrai. Oui, tu fais pas. C'est ça. Ouais. Sinon, effectivement, le résultat sera de fait pas à la hauteur. Et est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut oser aller un peu plus loin, en fait, en soi, quand on est aussi dans cette posture de coaching, de vouloir travailler, de vouloir avancer, où il faut avoir envie d'ouvrir des portes qu'on n'aurait peut-être pas ouvert dans d'autres conditions, puisque finalement, il y avait cette zone de connu qui ne nous amenait pas à réfléchir sur qui on était. Alors après, ça dépend des personnalités. On m'a dit aussi que j'avais une personnalité à creuser. Et donc, oui, parce je creuse pour les clients. Tout le monde n'a pas... Oui, on peut aussi être auto-entrepreneur sans creuser. C'est ça. Mais je veux dire, c'est que là, on bondit un peu plus sur autre chose, mais sur l'accompagnement du coaching, si on y va, il faut le faire. Oui, c'est ça. C'est pas se dire, j'ai acheté un coaching, youpi, et voilà. Et c'est bon, le job est fait. Non. Parce que je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte, en fait, derrière le travail sur soi que ça demande. Ok. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Pour info, je vous mets dans les notes toutes les références importantes ainsi que les différents liens pour retrouver l'invité. En attendant de vous partager un nouveau parcours de vie professionnelle, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je tâcherai d'y répondre ou de transmettre aux invités. Merci infiniment et à bientôt.